Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2639 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 27 octobre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Dayot Upamecano, le défenseur français du Bayern Munich, qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Kurt Zouma, également défenseur français, fête aujourd'hui ses 29 ans, ce joueur qui joue du côté de West Ham. Ou par exemple l'ailier gauche Stéphane El Shaarawy, le joueur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler de l'Europa League et de tout ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord avec l'Olympique de Marseille qui joue à domicile hier à 18h45 contre l'AEK Athènes. Et ça s'est plutôt bien passé pour l'OM avec une victoire 3-1, la première victoire de l'OM cette saison en Coupe d'Europe. Donc Vitinha, Harit et Veretout. Donc Harit et Veretout ont été buteurs sur penalty contre un but de Pineda côté AEK Athènes. Donc parfait bien sûr pour l'Olympique de Marseille. A noter que l'AEK Athènes a pris un rouge en fin de match. La dernière demi-heure, ils ont joué avec un joueur en moins, ce qui a été plus compliqué pour eux, mais bon, Marseille, tant pis, ils ont fait le taf et ils ont gagné bien sûr le match. Donc 55% de possession de balle pour l'OM, ça fait 13 tirs, ça fait 8 tirs cadrés et c'est 3 buts inscrits. Le score même peut être beaucoup plus lourd pour l'équipe de l'AEK Athènes. Donc la victoire est logique et méritée bien sûr pour l'Olympique de Marseille et l'OM tout sourire. Voilà cette belle image en supériorité numérique lors de la dernière demi-heure. Les Marseillais ont décroché face à Athènes leur première victoire de la saison en Ligue Europa. C'est qui restait sur 2 matchs nuls, un contre l'Ajax, l'autre contre Brighton. Il fallait prendre des points, il fallait une victoire pour prendre 3 points. Et là bien sûr cette victoire tombe à pic pour l'Olympique de Marseille. On peut voir la joie des Marseillais après un but. Je crois que c'était après le but de Jordan Veretout, le but du 3-1. Et cette photo en gros c'est la photo de la une du journal L'Équipe aujourd'hui version l'Olympique de Marseille. Donc en toute amitié, donc en dépit de la proximité entre les supporters des deux clubs, l'OM n'a pas fait de sentiment et décroche une victoire précieuse qui lui permet de se positionner actuellement en tête du groupe avant les matchs retour. Donc parfait pour l'instant, l'OM est premier de son groupe. Et c'est vrai que quand on parle, regardez le titre, c'est en toute amitié parce que les supporters de l'OM sont très amis avec les supporters de Athènes. Il n'y a pas de conflit, parce que souvent il y a des conflits bien sûr entre les deux camps de supporters, pas du tout pour entre l'OM et l'Athènes. Donc entre les supporters marseillais ont célébré leur amitié avec leur homologue grec d'un tifo. Regardez, on peut voir le tifo d'avant-match. On peut voir par exemple un supporter de Marseille, le tifo, je vous parle de dos, avec un supporter de Athènes de dos également. C'est qu'il y a une amitié entre ces deux groupes de supporters. Regardez, il y a même des supporters de Athènes qui avaient des écharpes droit au but. Voilà, des écharpes tout simplement de l'Olympique de Marseille. Donc ça s'est très bien passé. Donc il y a un peu de débordement vu que les deux camps de supporters étaient bien sûr amis. Donc on a quelques tifos lors de cette rencontre. Et le craquage des supporters de Athènes après l'égalisation, parce qu'Athènes bien sûr, même s'ils sont amis avec les supporters de l'OM, eux ils voulaient que leur équipe gagne. Et quand ils ont égalisé, on peut voir, ils ont craqué quelques fumigènes, on peut voir quand même que le parquage était complet quand même du côté de l'équipe visiteuse. Pour revenir au match les gars, Gattuso à la fin du match, il a dit avec le sourire, on joue mieux au football. C'est vrai qu'il est content bien sûr Gattuso par rapport à ce qu'a montré son équipe hier pour ce match d'Europa League. On va parler d'un joueur qui a commencé titulaire, Vitinha. Aubameyang a commencé sur le banc, peut-être à cause des dernières mauvaises performances d'Aubameyang. Du coup, il a préféré Vitinha. Il a bien fait Gattuso parce que déjà buteur. Et c'est lui qui provoque le penalty, le but du 2-1 et surtout aussi le carton rouge. Donc il était très important Vitinha. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. 7 sur 10 équivaut à un bon match de la part de l'attaquant portugais. Et la très belle déclaration de Jonathan Klaus pour Vitinha à la fin du match. Il a dit personne ne doute de lui, en tout cas pas nous. S'il est en manque de confiance, c'est peut-être aussi parce que les médias le disent. C'est un mec droit, il sait ce qu'il doit faire, il bosse énormément, il ne compte pas ses efforts. Aujourd'hui, les récompenser, c'est tant mieux pour lui et pour nous. Comme j'ai dit, il a été plutôt décisif, un buteur, il provoque un penalty, il provoque un carton rouge de l'équipe adverse. Donc un gros match de la part de Vitinha. On va parler de Veretout, également buteur sur penalty, le but du 3-1. Donc 2 buts en 3 matchs de Ligue Europa pour Jordan Veretout cette saison. Pas mal bien sûr, il avait été je crois buteur lors du match contre Brighton, lors du 2 partout, lors de la deuxième journée. Lui aussi buteur, c'est Amin Harit, buteur sur penalty, le but du 2-1. Donc il a inscrit son premier but avec l'OM depuis son retour de blessure. Félicitations à Amin Harit, ça va lui faire du bien. Même si c'est un but sur penalty, il l'a marqué. Et dans la tête, bien sûr, ça fait beaucoup de bien de marquer. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur cette équipe de l'OM. Donc on peut dire une soirée quasi parfaite parce qu'il y a un but encaissé, mais bon, c'est pas grave. Donc l'OM prépare très bien l'Olympico. N'oubliez pas que l'OM joue après-demain dimanche en recevant l'Olympique lyonnais. On va parler de l'autre match de la même poule que l'OM. C'est entre Brighton et l'Ajax Amsterdam. Et c'est Brighton qui s'impose 2-0 grâce à Pedro et Ansu Fati, les deux
buteur du match. Donc félicitations à Brighton. L'Ajax, on sait que c'est une catastrophe en championnat, puis c'est la même chose en Europa League. Ils n'arrivent pas du tout, l'Ajax, on va en parler d'eux juste après. Mais tout d'abord, les stats, donc c'est 13 tirs, c'est 7 tirs cadrés pour Brighton, 2 buts inscrits. L'Ajax a tiré 6 fois au but, mais 0 tir cadré. Il n'y a eu aucun arrêt de la part du gardien de Brighton. Donc voilà, plutôt logique et mérité bien sûr. La victoire de Brighton, ils ont marqué 2 buts sur leurs 7 tirs cadrés. Le score a pu être beaucoup plus lourd pour l'équipe néerlandaise. Et on peut voir déjà que c'est leur première victoire de leur histoire en Coupe européenne. Ils avaient perdu le premier match contre Athènes, c'était à domicile en plus pour eux. Ils avaient fait match nul contre l'OM, ils avaient pris leur premier point. C'était à peu près il y a un mois lors du match au Vélodrome. Et là, c'est leur première victoire de leur histoire. Jamais de toute façon ils ont joué une coupe européenne, cette équipe de Brighton. Et première victoire pour eux. Regardez la célébration de João Pedro avec Brighton, le premier buteur du match. Regardez la tête qu'il a fait lors de sa célébration. Donc un peu marrant. Et Ansu Fati également buteur, les gars. Donc voilà, le joueur prêté par le Barça sans option d'achat, a été également buteur lors de cette rencontre. Et côté Ajax, parce que Brighton ça va, ils ont gagné, mais côté Ajax c'est une catastrophe. Regardez les derniers matchs. Donc beaucoup de lose. Donc les 3 derniers matchs, c'est des défaites. Alkmaar, Utrecht, il y a Brighton, donc il y a quasiment que des loses, je ne vois pas une victoire. Donc ça commence à faire beaucoup. Leur dernière victoire remonte à août dernier. On est quand même fin octobre, on va être début novembre là dans quelques jours. Ils n'ont plus gagné depuis août. On parle quand même de l'Ajax Amsterdam. Une équipe qui est pourtant dans le championnat néerlandais, l'une des plus grosses, peut-être la plus grosse de l'histoire. Ils n'arrivent plus du tout à gagner. C'est comme ça. Voilà, on leur souhaite bon courage bien sûr pour remonter la pente. Et on va parler de Miko Tadze. N'oubliez pas cet ancien joueur de Metz qui avait terminé meilleur joueur la saison dernière de Ligue 2 et il a été transféré du côté de l'Ajax. Le problème c'est que c'est très compliqué pour lui. Donc Georges Mikotadze n'était même pas dans le groupe de l'Ajax hier soir pour le déplacement Brighton, même pas dans les joueurs convoqués, même pas sur le banc, rien. Il était chez lui à Amsterdam pour regarder le match à la télé et connaît des débuts très difficiles, 4 bouts de match et seulement une titularisation depuis son arrivée à l'Ajax. Pourtant, le club hollandais est en pleine crise et court après une victoire depuis plus de 2 mois. Et ils ne lui font pas confiance, tout simplement. Donc, pourquoi ils ont voulu le recruter pour ne pas le faire jouer? C'est un gros point d'interrogation. C'est dommage. Je pense qu'il aurait pu aller dans un autre club où il aurait été très important. Là, c'est vraiment l'impression qu'il est en train de gâcher sa carrière. Après les 2 dernières années qu'il a fait du côté de Metz, c'est vraiment très décevant, on peut dire, pour lui. Le groupe B, donc du coup le classement, donc Marseille en tête 5 points, Brighton 4 points, AEK Athènes 4 points et l'Ajax Amsterdam 2 points. Donc dans 2 semaines ça sera les matchs retour, enfin voilà. Et on commencera tout d'abord avec Marseille qui se déplacera à Athènes et l'Ajax qui recevra l'équipe de Brighton pour cette phase de match retour. On continue avec une autre équipe française qui jouait hier, c'est Toulouse. Bon, ils jouaient du côté de Liverpool, du côté d'Anfield. Bon, ça a été très compliqué pour Toulouse. Une défaite 5-1, donc Jota, Endo, Nunez, Gravenberch et Mohamed Salah en toute fin de match, donc contre un but d'Alinga côté toulousain. Donc voilà, grosse défaite bien sûr de Toulouse. Bon, on s'en doutait que ça allait être compliqué et ça a été le cas. Donc Liverpool, c'est 19 tirs, c'est 9 tirs cadrés et ça fait quand même 5 buts à la fin du compte. C'est quand même une grosse défaite pour le TFC. Et les Reds étaient tout simplement trop forts. Des fois, il y a des équipes qui sont largement supérieures à l'autre. Là, ça a été le cas hier. Il y avait un monde d'écart. Après, en plus, c'était Anfield dans cette atmosphère un peu spéciale. On verra dans 2 semaines le match retour au Stadium où là, ça peut être totalement différent pour Toulouse. Mais hier, c'était pas possible pour Toulouse de gêner cette équipe de Liverpool. On va parler de Mohamed Salah qui a commencé sur le banc. Il est rentré en cours de jeu et il a été auteur d'un but, je dis à la 93e minute de jeu. Le but du 5-1. Et avec son but, c'est un record. Donc Salah devient le meilleur buteur en compétition européenne pour un club anglais avec 43 buts. Il dépasse un certain Thierry Henry et ses 42 buts avec Arsenal. Un record de plus pour l'Égyptien avec les Reds. On ne peut que le féliciter. Donc voilà, en gros, c'est le meilleur buteur d'une équipe anglaise en Coupe européenne, que ce soit Ligue des Champions, Europa League, peu importe, la Coupe européenne. Donc félicitations à Salah. On va parler de Darwin Nunez. Donc lui, il a commencé titulaire, il a fait une belle partie, un but et une passe D pour l'attaquant uruguayen face à Toulouse. Félicitations à lui. Bon, après, il a même pu marquer un doublé. La réaction de Darwin Nunez après avoir raté le but ouvert, il n'y a plus personne dans le but, il a tiré à côté. Les fans de Liverpool n'y croyaient pas non plus sur cet énorme raté de Darwin Nunez lors de cette rencontre hier. Gravenberch aussi, gros match, il a été buteur. Désolé. Gravenberch, il a été également buteur à ce joueur. N'oubliez pas qu'il jouait très peu la saison dernière du côté du Bayern. Il a été transféré du côté de Liverpool et là, il a beaucoup plus de temps de jeu. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 8 sur 10. 8 sur 10, ça équivaut à un très bon match de sa part. A noter que Logan Costa, joueur de Toulouse, 3 sur 10. Bon, ça a été un match compliqué comme le reste, bien sûr, de l'équipe toulousaine, enfin de Toulouse. Et Dalinga, l'unique buteur côté Toulouse. Donc sur ces 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas mal. Donc 4 buts et 2 passes D, dont un but hier, j'ai dit, du côté
côté de Anfield. Et c'est dommage parce que Toulouse aurait même pu marquer un autre but. Donc là il y avait 3-1 et Soiseau donc il tire et il n'y a même plus de gardien. Le gardien n'était même plus dans les cages. En gros il a tiré en plein sur Alexander Arnold. Il aurait un peu placé sa frappe, donc ça aurait fait but. Donc dommage parce que là il y avait bien sûr l'occasion de marquer un but, surtout que le gardien n'était plus dans ses cages. Et il y avait beaucoup de supporters, j'avais dit hier qu'il allait y avoir plus de 2400 supporters. Ils étaient bien là, ils ont fait beaucoup de bruit. 2400 Toulousains ont fait le déplacement en Anfield et ont donné de la voix. Donc voilà, concernant bien sûr tous les supporters toulousains qui ont fait ce long déplacement jusque dans le nord de l'Angleterre. Donc du coup le classement ça donne quoi? Donc Liverpool a 3 matchs, 3 victoires, c'est quand même l'équipe quand même pour moi les grands favoris pour remporter cette compétition. En attendant après voir ce sera qui les troisièmes de Ligue des Champions reversés bien sûr en Europa League. Mais voilà, Liverpool c'est comme un sacré morceau, donc 9 points sur 9 possible, donc voilà, très bien parti en plus pour finir premier. Union Saint-Gilloise 4 points deuxième, Toulouse 4 points et LASK bon dernier avec 0 points. Donc voilà, Toulouse c'est encore totalement jouable parce que là on est seulement à la mi-temps on va dire des matchs de poule de cette édition d'Europa League. Et n'oubliez pas que le match retour ça sera dans 2 semaines, le 9 novembre prochain, ça sera un jeudi, Toulouse contre Liverpool au Stadium. Donc le match est déjà à guichet fermé, il y a déjà plus de place à vendre. On va parler de l'autre équipe française en Europa League. Il y avait Rennes qui jouait du côté du Panathinaikos. On se souvient cette équipe qui avait battu l'OM lors des barrages de même 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Rennes, eux, se sont imposés du côté du Panathinaikos. Guiri et Kalimundo, les 2 buteurs, ils menaient 2-0. Ils se sont fait revenir, mais bon, pas grave, ils ont gagné le match. C'est bien ça le plus important. Donc les stats de la partie, donc ça a été un Rennes efficace avec moins de tirs, 19 pour Panathinaikos, 13 pour Rennes, mais 6 tirs cadrés. Et les tirs cadrés, 2 buts de Rennes contre 1 but seulement pour l'équipe grecque. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, version Rennes en serrant les dents parce qu'il fallait la chercher cette victoire du côté de cette équipe grecque. Et surtout, il restait quand même sur 3 défaites d'affilée, le Stade Rennais, donc c'est bien de gagner. Donc le Stade Rennais a retrouvé le chemin de la victoire à Athènes. Les hommes de Bruno Genesio ont chèrement défendu l'avantage procuré par les buts d'Amin Gouiri et puis Arnaud Kalimundo d'une sumptueuse talonnade, un magnifique but bien sûr de la part de Kalimundo et les deux, je dis les 2 buteurs Kalimundo et Gouiri. On peut voir qu'ils ont obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Il y a noté aussi que Enzo Lefebvre vient de faire sa première passe décisive sous les couleurs du Stade Rennais Super Centre. Félicitations, je crois que c'était pour le premier but du match. Donc l'ancien joueur de Lorient enfin décisif du côté de ce nouveau club rennais. Et du coup, classement, ça donne quoi? Donc Rennes en tête 6 points, le Panathinaikos deuxième 4 points. A noter que le match entre Villarreal et le Maccabi Haïfa n'a pas été joué parce que Maccabi Haïfa c'est en Israël et vous savez ce qui se passe actuellement. Le match sera joué mais une date ultérieure. Donc voilà, concernant ce classement, donc les matchs retour, ça sera dans 2 semaines avec Rennes qui recevra tout simplement le Panathinaikos. On continue avec les autres équipes en Europa League. L'AS Roma qui joue contre le Slavia Prague et belle victoire de l'AS Roma 2-0. Beauvais et Lukaku. En 17 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0, puis après le score n'a plus bougé et ça fait les affaires bien sûr de l'AS Roma. Donc les stats de la partie, on peut voir que l'AS Roma a plus de tirs cadrés que l'équipe de Prague et victoire méritée de l'AS Roma. Et en parlant de Lukaku, un buteur, j'ai dit à la 17e minute de ce match hier. Lukaku, depuis son arrivée à l'AS Roma, c'est 10 matchs et déjà 8 buts. Il plante quasiment à tous les matchs, Lukaku. C'est vrai que si on rajoute en plus les stats qu'il a avec la Belgique, c'est vrai qu'il fait un gros début de saison, l'attaquant Lukaku. Et du coup, classement, ça donne quoi? Donc l'AS Roma, 3 victoires en 3 matchs. Ils sont en tête devant le Slavia Prague qu'ils ont battu hier, 6 points. Puis après, Servette et Tiraspol, 1 point. Hier, il y a eu match nul entre ces deux équipes. Donc voilà, l'AS Roma très bien parti pour se qualifier pour la suite de la compétition. On va parler d'une équipe peut-être l'équipe la plus en forme depuis le début de la saison, c'est bien Leverkusen, une équipe qu'on parle très peu, mais les gars, ils performent. Donc là, ils ont joué hier soir, ils ont gagné 5-1 contre Karabakh, donc Wirtz, buteur, Grimaldo, doublé, Boniface, buteur, et Tapsoba, également buteur. Mais vraiment, pour vous dire, les gars, que ça tourne très bien. Regardez-moi ces stats, 21 tirs, 10 tirs cadrés. Ils auraient même pu marquer encore plus de buts. Bon, l'équipe de Karabakh, les gars, ils ont une frappe cadrée, ils ont marqué. C'est bien pour eux, mais voilà, Leverkusen, ils en ont passé quand même 5. Et regardez, les gars, ce début de saison, ils ont fait 13 matchs, ils ont gagné 12 matchs. Il y a seulement un match qu'ils n'ont pas gagné, donc c'était un nul, 0 défaite. Donc le match qu'ils n'avaient pas gagné, c'était un match contre le Bayern Munich. On parle quand même du Bayern, ils avaient fait 2 partout. Voilà, c'est le seul accro. Sinon, ils ont tout gagné. Ils ont marqué 48 buts et seulement encaissé 11 buts. Là, ça va très très fort quand même. Du côté du Bayer Leverkusen, ils sont en tête de leur groupe en Europa League, ils sont en tête de la Bundesliga. Donc les travaux de Xabi Alonso sont énormes quand même, ce qu'il est en train de réaliser du côté de cette équipe de Leverkusen. On va parler toujours du match d'hier. Florian Wirtz, je dis donc il a marqué un but, mais il a délivré aussi 3 passes décisives dans le match. C'est fou Florian Wirtz, cette pépite les gars, donc décisif sur 4
des 5 buts inscrits par son équipe. Match masterclass bien sûr de sa part. Grimaldo également, gros match, donc 2 buts et une passe D. Pour lui, regardez rien que les stats des deux là, Wirtz et Grimaldo hier. Donc Grimaldo a noté que c'est un latéral, les gars, il joue défenseur gauche. Il a quand même marqué 2 buts. C'est fou, hein, c'est que Grimaldo, depuis le début de la saison, il a joué à 12 matchs, 5 buts et 6 passes D. Les stats sont énormes. Et Frimpong, l'autre latéral, Grimaldo c'est côté gauche et Frimpong c'est latéral droit. Bon, il n'a pas marqué hier Frimpong, mais bon, depuis le début de saison, il a joué 11 matchs, 5 buts et 5 passes D. Hein, le danger vient de partout, hein, des attaquants, des milieux, des latéraux, hein, du côté du Bayer Leverkusen. Et bien sûr, dans leur classement, mais ils sont en tête, hein, Leverkusen 9 points. Devant Karabag 6 points, l'équipe qu'ils ont battue hier. Molde 3 points et Aken, une équipe suédoise, 0 points dans ce groupe H. Sinon, tous les autres résultats de cette soirée en Europa League, bon, je parlais des plus grosses équipes, on va dire des équipes françaises. Sinon, je sais pas, tiens, Fribourg s'est imposé 3-1. West Ham s'est incliné 2-1 du côté de l'Olympiakos. Il y a qui que je pourrais parler voilà, tiens, le Sporting a fait un partout du côté de Raco, voilà, pour parler bien sûr de toutes les rencontres. Et les meilleurs joueurs, donc on peut avoir 4 joueurs, Wirtz, Gravenberg, Grifo et Wolf. Et Krem, un joueur de Moldave. Bon, moi je partirais sur Wirtz, hein, parce qu'avec 3 passes D et un but, je ne crois pas qu'un joueur qui a fait mieux que lui, donc ça sera certainement Florent Wirtz, le meilleur joueur de cette Europa League, hein, pour cette semaine. On passe très rapidement à l'Europa Conference League, hein, la plus petite coupe européenne, on peut dire. Il y avait une équipe française qui jouait en même temps que Marseille, c'était à 18h45, donc Lille contre le Slovan Bratislava, et Lille s'est imposé 1-0. À noter que Lille perdait 1-0 à la mi-temps, donc voilà, quand tu perds 1-0 à la mi-temps et tu gagnes le match, donc c'est bien. Comeback, on peut dire, des Lillois, donc parfait, donc Yazesi et Cabella ont été les 2 buteurs du match. Donc les stats, donc Lille a un peu plus de tirs, 12 contre 10 pour le Slovan Bratislava. Mais voilà, eux ils ont fait une frappe cadrée, ils l'ont marqué, alors que Lille a tenté au moins 5 tirs cadrés et 2 buts. Donc logiquement, Lille s'est imposé parce que c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions. Et Lille peut souffler, hein, parce que j'ai dit, hein, ils perdaient 1-0 à la mi-temps. Ils ont su gagner le match 2-1. Et les top flops, à noter que Yazisi, les gars, auteur d'un but, donc une note de 6 sur 10. 6 sur 10, ça reste un match satisfaisant de la part de l'attaquant turc. Le classement, ça donne quoi? Donc Lille en tête, 7 points devant Bratislava, l'équipe qu'ils ont battue hier, 6 points. Klasvik, 4 points. Ils ont gagné leur première victoire de leur histoire en Coupe européenne. Cette équipe de Zilferoe où il y a seulement 6000 habitants, c'est incroyable pour eux. Et Ljubljana, donc eux 0 points, eux sont, enfin c'est très mal parti pour eux pour se qualifier. On va parler aussi d'Aston Villa qui joue contre l'Azel Alkmaar, et Aston Villa s'est imposé 4-1. C'est bien ça pour l'indice UEFA vu que c'est une équipe néerlandaise qui s'est inclinée. Donc Aston Villa, on va surtout parler d'Oli Watkins, hein, qui a marqué un but hier contre l'Azel Alkmaar, et on peut voir ses derniers matchs, quand c'est un cadeau, c'est une passe D, quand c'est un ballon, c'est un but. On peut voir qu'il est souvent décisif. Brighton, il avait marqué un triplé et une passe D, et c'est vrai que cette saison, Oli Watkins, hein, tiens, ce joueur en plus qui avait été convoqué par Gareth Southgate lors du dernier rassemblement de l'Angleterre, il a 14 matchs, 9 buts et 5 passes D. Un joueur qu'on parle très peu, peut-être un joueur sous-côté, on peut dire, qu'on parle peu de lui, mais il est en train de réaliser un gros début de saison du côté de Aston Villa. Tous les autres résultats du côté de l'Europa Conference League, donc Genk, tiens, qui a fait 0-0 contre le Ferencváros, Francfort qui s'est imposé 6-0 contre une équipe HJK, je crois que c'est une équipe en Finlande, je ne me trompe pas. Après là, on sait que c'est une petite équipe, hein, dans cette Europa Conference League où il y a qui que j'ai pas parlé, Fenerbahçe, tiens, qui s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Ludogorets. Les meilleurs joueurs, tiens, Dina Ibembe, ancien joueur du PSG, un joueur de Francfort, n'oubliez pas Francfort, ça a imposé 6-0. Il y a un joueur Zach de Fenerbahçe, Beltran de Fiorentina et Kuipers de Gent. Donc voilà, un parmi les 4 sera le meilleur joueur de cette Europa Conference League. Du coup, on a fait le point de tous les matchs, hein. On a parlé là des 2 compétitions hier et avant-hier, on a parlé de la Ligue des Champions. Et du coup, on va faire le bilan des clubs français sur cette semaine européenne. Donc c'est un très bon bilan. Donc match nul de Lens, défaite défaite de Toulouse, hein, contre Liverpool, mais que des victoires après, victoire du PSG, victoire de l'OM, victoire de Lille, victoire de Rennes, donc le bilan est plutôt bon avec 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Hein, bon, après bien sûr Toulouse qui s'est incliné, mais bon, c'était comme Liverpool. Hein. Je pense que toutes les autres équipes françaises qui seraient là à Liverpool hier, elles auraient peut-être perdu, même le PSG. Donc voilà, hein, on peut comprendre bien sûr la défaite de Toulouse. Et c'est vrai que le bilan, moi je trouve, il est plutôt très bon. Hein. Et les clubs français sont très chauds en Europe pour le moment, après 3 matchs, parce que là on a la mi-temps, on va dire, des matchs de poule. Ça fait 9 victoires, 6 nuls, 3 défaites. Seulement 3 défaites, hein, depuis le début de saison en Coupe européenne. Et là, tous les clubs français, hein, cumulés, je trouve que le bilan est vraiment bon. On peut voir les équipes en gros, ça donne quoi? Donc le PSG a perdu un match, il y a qui aussi? Il y a Rennes qui avait perdu un match et l'équipe de Toulouse qui a perdu le match hier. Sinon, il y a des équipes qui n'ont pas perdu, comme Lille qui n'a pas perdu encore, Marseille qui n'a pas perdu, ou même Lens qui n'a toujours pas perdu cette saison en Coupe européenne. Et le retard de la France sur les Pays-Bas, l'indice UEFA s'est grandement réduit cette semaine. Ça fait plaisir à la 5e place, parce que la France maintenant n'est plus le 5e championnat.
La France est 6e championnat. Donc la 5e place n'est pas très loin devant, avec la perspective de garder 4 clubs en Ligue des Champions en 2025-2026, parce qu'un petit rappel, la saison prochaine, il y aura 4 équipes françaises en Ligue des Champions. Enfin 3 sûres et une qui jouera les barrages. Donc si elle gagne, ça pourrait faire bien sûr 4 équipes françaises. Mais à partir de l'autre année, si on ne repasse pas devant les Pays-Bas, ça sera les Pays-Bas qui seront comme nous, en gros 3 équipes néerlandaises avec une 4e au barrage. Et nous, on repassera à 2 équipe directement qualifiée en Ligue des Champions avec une au barrage. Donc vous avez compris, c'est pour ça que c'est très important de repasser devant les Pays-Bas et enfin le championnat néerlandais. Regardez surtout ce qu'ils ont fait les clubs néerlandais avec l'Ajax qui va pas, tant mieux, l'AZ Alkmaar qui s'est incliné. Il y a juste le Feyenoord qui s'est imposé 3-1 contre la Lazio. Donc voilà, les bilans sont pas bons. Regardez, ils ont que 4 équipes, c'est-à-dire que peut-être dans 2 ans les gars, on n'aura que 4 équipes en Coupe européenne. C'est pour ça que c'est très important de retrouver cette 5e place. Regardez actuellement le classement UEFA mis à jour après tous les matchs là cette semaine. Donc la France 56 331 points exactement et les Pays-Bas 57 100 points. Donc en gros, il y a à peu près 800 points à peu près pour arrondir. N'oubliez pas qu'en début de saison, je crois qu'il y avait au moins plus de 2000 points d'écart. Donc là maintenant, on n'est plus qu'à 800 points de revenir sur les Pays-Bas. C'est pour ça qu'il faut continuer et surtout retrouver cette 5e place, ce qui voudrait dire qu'il y aurait 4 équipes françaises qui pourraient jouer en Ligue des Champions. Donc l'année prochaine et aussi dans 2 ans. On continue les gars, donc on a clôturé cette page des matchs de Ligue des Champions, d'Europe on va dire. Le programme aujourd'hui, parce qu'il y a du football, c'est vrai que c'est une grosse semaine quand il y a une semaine de Coupe européenne et ça recommence dès le vendredi avec les championnats. Donc beaucoup de maillons ce soir en Bundesliga. En Première Ligue, il y aura Crystal Palace contre Tottenham. Tottenham qui est leader, ils vont leur conserver leur place. Ils jouent chez un voisin, Crystal Palace, les 2 clubs sont dans la ville de Londres. Gérone contre le Celta Vigo, Clermont contre Nice et Renoir contre Salernitana. Je parlerai de tous ces résultats demain samedi. On prend la direction du championnat saoudien. Il y avait l'équipe de Benzema qui jouait l'équipe de Al Ittihad qui joue contre Al Azem. Ça s'est fini à 2 partout. Pourtant Benzema a fait un gros match. Il a été buteur et passeur D, donc il a été décisif sur les 2 buts de son équipe. Mais le problème c'est la défense qui n'a pas tenu. Ils ont encaissé 2 buts et Benzema, pour revenir sur lui les gars, donc cette saison c'est 14 matchs, 8 buts et 3 passes D. Il nous fait un gros début de saison du côté de son nouveau club. Karim Benzema. Donc sur son premier but les gars, c'est Kanté, N'Golo Kanté qui fait la passe D pour le but de Karim Benzema. Les stats de la partie, donc c'est quasiment pareil, la possession un peu plus du côté d'Al Ittihad, mais les tirs, 12 tirs, 5 tirs cadrés, 2-2. Voilà, on va dire le score est plutôt logique. Et Al Ittihad est quand même 5e du classement en plus avec un match en plus joué. Notez que cette équipe avait gagné le dernier championnat saison dernière, donc là ils sont quand même loin. Ali, Al Nasser, Al Taoun ou même Al Hilal sont loin devant. Al Hilal a quand même 5 points d'avance sur l'équipe de Al Ittihad, donc l'équipe de Benzema avec un match en plus à jouer pour Al Hilal. Donc s'il gagne, ça ferait 8 points d'avance. Donc c'est vrai que le début de saison est plutôt compliqué quand même pour le club de Benzema, même si Benzema, lui personnellement, les stats sont bonnes. Officiel, voici le 11 de la semaine en Champions League. Donc les meilleurs joueurs de mardi et mercredi en Ligue des Champions. On peut voir Xavi Simons, les gars, un gros match contre l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. On peut voir aussi, Harry Maguire, les gars, Onana avec ce penalty arrêté à la 97e minute de jeu. Gabriel Jesus, on peut voir aussi Firmin Lopez ou même le jeune Warren Zaïre-Emery et Thierry sur Warren Zaïre-Emery après sa grosse prestation contre l'AC Milan. Je n'ai jamais vu un joueur aussi jeune être aussi mature. D'habitude, ce sont les attaquants qui font la différence. Mais quand vous jouez au milieu de terrain pour une équipe comme le PSG où vous devez vous réajuster, il est rare de voir un jeune joueur à ce poste. Ce gars n'a aucune limite. Luis Enrique a parlé du professionnalisme de Warren et de combien il aime le jeu. C'est très important. C'est vrai qu'il impressionne tout le monde. Bon, pour ceux qui connaissent le joueur et surtout le PSG, c'est pas une nouvelle, on le sait déjà depuis longtemps qu'il a un talent, mais il y en a vraiment qui le découvrent là. Quand, en gros, il commence à être découvert partout en Europe, même dans le monde, parce qu'il y avait surtout en France qu'on le connaissait. Maintenant, voilà, tout le monde en parle un petit peu de ce Warren Zaïre-Emery. À seulement 17 ans, ce qu'il est en train de faire du côté de Paris. Et Warren Zaïre-Emery convoqué avec les Bleus dès novembre. N'oubliez pas qu'il y a une trêve. Tiens, dans 3 semaines, les gars, c'est déjà de nouveau une trêve internationale avec 2 matchs pour l'équipe de France. Donc l'hypothèse de le voir être appelé en équipe de France prend de plus en plus d'épaisseur dans l'esprit de Didier Deschamps. Deschamps, en plus, il était là au Parc des Princes. Donc il a bien sûr vu tous les Français qui ont joué du côté de PSG ou du côté de Milan. Il y en avait pas mal. Il y avait Warren Zaïre-Emery qui a été éblouissant, on peut dire. Donc si tel était le cas, s'il était appelé et qu'il entrait en jeu face à Gibraltar lors du prochain match, il deviendra alors le plus jeune international français depuis 1945 à 17 ans et 8 mois et devancerait ainsi un certain Eduardo Camavinga à 17 ans et 9 mois, voilà d'un mois.
Donc voilà, ça se peut qu'il soit appelé. C'est que Kamavinga avait été appelé à 17 ans et 9 mois. Donc ça peut être le cas pour. Et je pense qu'il sera appelé. Ça sera le cas pour Warren Zaïre. Je pense que ce serait mérité pour lui, vu ce qu'il fait actuellement. Du côté, ce serait fou. Il y a 2 mois, il a été appelé pour la première fois avec l'équipe de France Esport. Et là, peut-être qu'il va déjà faire le grand saut avec les A dans quelques semaines. Kylian Mbappé tient ses stats. Et on va faire le point de ses statistiques en ce début de saison en Ligue 1. C'est 8 matchs, 8 buts. Pas mal, bien sûr, avec par match. Et en Ligue des Champions, c'est 3 matchs et c'est 2 buts. Donc Mbappé a déjà inscrit 10 buts en 11 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Juste club, si on rajoute aussi sélection, on sait qu'il avait été, par exemple, auteur de 3 buts et d'une passe D lors de la dernière trêve internationale. Toujours avec Paris, qu'on parle de cette équipe, le PSG a marqué au moins un but à chacun de ses 47 derniers matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. Et c'est la plus longue série de l'histoire de la compétition. Donc là, on parle bien sûr des matchs de poule. Parce que si on prend en compte par exemple les huitièmes, tout ça, on sait qu'il y a des matchs où le PSG n'avait pas marqué. Regardez l'année dernière du côté du Bayern de Munich. Donc en match de poule, 47 matchs d'affilée quand même, où le PSG a marqué au moins un but en Champions League. On va parler d'une équipe qui performe, c'est Manchester City. Donc le début de saison de la Ligue des Champions de City, donc c'est simple déjà, 3 matchs, 3 victoires, 9 buts, première égalité, donc en gros meilleure attaque, 68,7% de possession de balle. C'est l'équipe avec le plus gros pourcentage de possession. Dans toutes les équipes, les 32 équipes engagées en LDC devant le PSG, je crois qu'il doit être deuxième ou troisième Paris. Précision de réussite, 94,3% par rapport aux passes réussies, c'est le premier position. Plus de 2100 passes tentées, donc c'est aussi première position sur toutes les 32 équipes engagées en Ligue des Champions, je vous parle. Et 80 tirs depuis le début de la saison en Ligue des Champions, c'est également l'équipe à avoir tiré le plus de fois. Donc voilà, eux qui ont gagné déjà la saison dernière la Ligue des Champions, on sait que c'est un candidat très sérieux pour de nouveau remporter cette LDC. On prend la direction de Lens, vous savez qu'il y avait Lens contre le PSV, c'était mardi soir et c'était un petit peu chaud entre les supporters du PSV et les supporters lensois, surtout les supporters du PSV qui ont un peu disjoncté. Et regardez l'état du parquage visiteur de Bollaert, c'est vrai qu'il y a certains supporters, pas tous les gars du PSV, ils ont arraché les sièges du côté du stade Bollaert et les ont balancés. Regardez maintenant, voilà, c'est catastrophique en espérant qu'il y ait une enquête qui soit ouverte et tout simplement que ce soit le PSV qui paye tout simplement les travaux pour remettre tout simplement ces sièges. Et en parlant de sièges, donc là rien à voir à Lens, mais plutôt les sièges de Lens, du stade du Camp Nou. Ils ont tous été démontés et vont être vendus les gars. Donc le Barça va mettre en vente les sièges du Camp Nou. Le projet Memorabilia consiste à mettre en vente des objets que les supporters garderont en souvenir, parmi eux des morceaux de filet ou encore de la pelouse de l'ancien stade, ou par exemple, ce siège les gars, un prix par siège pouvant monter jusqu'à 300 €. N'oubliez pas qu'il y en a plus de 99 500 sièges avant le Camp Nou. Ils ont tous été enlevés parce que vous savez que le Camp Nou actuellement est en rénovation. Donc imaginez les gars, ils vendent 300 €, on va dire les sièges, et il y en a plus de à peu près 100 000. On peut voir tout ce que pourrait se faire le Barça niveau argent, plus des bouts de pelouse qui vont vendre, des bouts de filet, tout ça. Voilà, on sait que le Barça est dans le rouge financièrement, puis ils ont c'est plutôt normal, voilà, s'ils peuvent vendre ça très cher, autant qu'ils le fassent. Et en parlant du Barça, on sait que demain c'est le gros match, Barça contre le Real Madrid. C'est à 16h15, n'oubliez pas, en plein milieu de l'après-midi, c'est juste ça qui est dommage, j'aurais préféré voir ce match le soir, bien sûr, en prime time, bref. Donc ça sera Gil Manzano qui a été désigné pour arbitrer le Classico ce week-end et c'est officiel, c'est lui les gars. Donc il a déjà arbitré 2 fois les Classicos et ça a été 2 victoires du Real Madrid, une fois en 2016 et une fois en 2021. J'ai vu l'info là il y a il n'y a pas longtemps, donc voilà. Le Barça n'a jamais gagné quand c'est lui, quand c'était le Classico. Voilà, donc c'est Manzano les gars qui sera l'arbitre. Et une très bonne nouvelle les gars pour le Barça, c'est Rafinha qui sera disponible pour le Classico. Il a repris l'entraînement hier, également aujourd'hui, et j'entends même que Lewandowski devrait faire également la même chose et aussi être présent pour ce Classico. Demain c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il y a il y a beaucoup de joueurs actuellement qui sont blessés du côté du Barça. Et où en est-il? Où en est Pedri les gars? Donc Pedri lui ça va être très compliqué pour qu'il soit là. Rafinha, Lewandowski ça sent bon mais lui il devrait pas être là. L'international espagnol a disputé que 2 rencontres cette saison et est absent depuis la fin du mois d'août. Le joueur du Barça est actuellement touché aux ischio-jambiers, donc en gros c'est une blessure musculaire derrière la cuisse, et ce pour la 5e fois en 2 ans, ce qui lui a fait manquer quand même 50 matchs en tout. Devrait-on s'inquiéter pour l'un des plus gros cracks de la nouvelle génération? Peut-être. Je me souviens lui les gars, quand il avait commencé très tôt, tout le monde avait commencé à le connaître. C'est quand c'était l'Euro, souvenez-vous, il avait enchaîné comme l'Euro avec l'Espagne, il avait joué, je sais plus ce qu'il avait joué, une autre compétition avec les espoirs également, donc il a beaucoup joué, puis du coup maintenant je crois qu'il paye tous ses matchs qu'il a joué quand il était un peu plus jeune, et là c'est vrai qu'il a déjà loupé plus de 50 matchs quand même depuis le début de sa carrière, le joueur Pedri. Toujours avec le Classico, hier il y avait un Classico
de basket, le Real Madrid contre le Barça. C'est le Real Madrid basket qui s'est imposé, c'était du côté de la salle de basket de Madrid. Et il y avait beaucoup de joueurs du Real Madrid qui étaient là. Regardez, on peut avoir Vini, on peut avoir Bellingham, on peut avoir Tchouaméni ou même Rodrigo, voilà, je cherchais son nom, donc voilà, tiens, même Camavinga et Der Militao qui était aussi dans cette salle pour soutenir bien sûr l'équipe du Real Madrid basket qui s'est imposée, je l'ai dit, contre le Barça. Demain, ça sera le Classico cette fois-ci, niveau football. Et la une du journal Marca aujourd'hui, plan sans Camavinga, titre Marca aujourd'hui. Donc d'après les informations de José Félix Diaz, un journaliste du quotidien espagnol Marca, donc Ancelotti devrait préférer Ferland Mendy et Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche pour le choc face au Barça demain. L'ancien milieu de Rennes devrait même débuter la rencontre sur le banc. Donc Camavinga devrait même être sur le banc et même pas commencer titulaire en milieu de terrain. Donc voilà, concernant Camavinga qui devrait être sur le banc pour ce gros match demain. Alejandro Garnacho, auteur de ce tweet, devrait faire l'objet d'une sanction disciplinaire, bien qu'il ait rapidement supprimé le post. La fédération anglaise a été alertée de la publication de l'Argentin. Donc en gros, on peut voir, il a mis Alejandro Garnacho. C'est une photo à la fin du match, mais surtout ce qu'il a mis en smiley, il a mis deux singes, deux gorilles. Et du coup, en gros, ce tweet tout simplement fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Après, les gars, André Onana a réagi par rapport à ça. Face à la polémique, André Onana a tenu à le défendre. Son collègue, il a mis. Donc les gens ne peuvent pas choisir pourquoi je devrais être offensé. Je sais exactement ce que Garnacho voulait dire par rapport à ce gorille, ce singe, les gars. Puissance et force. Cette affaire ne devrait pas aller plus loin. Voilà, il a pris la défense bien sûr de Garnacho. Donc il a supprimé ça depuis un Garnacho. Mais voilà, la fédération anglaise pourrait ouvrir tout simplement une enquête par rapport à ça. Officiel, Tonali, on en parlait beaucoup ces derniers jours, ça y est les gars, c'est acté, c'est officiel. Il est suspendu 10 mois pour paris illicite. Voilà, donc il écope également de 8 mois de travaux d'intérêt généraux. En gros, il a fait des paris sportifs, c'est interdit. Il est malade par rapport à ça. Il y en a qui adorent fumer, il y en a qui adorent boire de l'alcool, il y en a qui adorent, je sais pas, manger un certain truc. Donc lui, il adorait bien sûr jouer au paris sportif et c'était interdit, surtout quand tu es footballeur professionnel. Donc du coup, 10 mois. 10 mois, il ne pourra plus jouer, c'est fini. Donc les dernières minutes qu'il avait joué contre Dortmund, c'est ces dernières minutes de la saison, on le reverra jouer en août prochain. Donc il manquera ainsi l'Euro 2024 avec l'Italie. Et donc gros coup dur bien sûr pour lui. Et il va devoir faire une croix sur aussi un salaire de 12 millions parce que voilà, Newcastle ne va pas le payer toute l'année alors qu'il ne va pas jouer. Il touchera peut-être un salaire mais il ne touchera pas les 12 millions qui normalement il devait toucher sur cette année. Donc on lui souhaite beaucoup de force. Donc il continuera à s'entraîner, il reviendra en août prochain. On lui souhaite bonne chance bien sûr pour cette année qui va être compliquée bien sûr pour lui. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le top 40 qui a été mis à jour, c'était hier exactement le 26 octobre. Ça se met à jour le classement FIFA, donc ça bouge pas par rapport au top 5. L'Argentine toujours en tête devant la France, Brésil, Angleterre et la Belgique. Le Portugal gagne 2 places, l'Espagne gagne une place, la Croatie perd 4 places dans ce classement. Donc après on peut voir chaque nation, l'Allemagne est 16e, l'Autriche est 25e, je prends au pif à chaque fois. Donc la Pologne est 31e, la Tunisie est 38e position, le Sénégal je crois à la 20e position. Donc vous avez le top 40 des plus grosses nations tout simplement au monde dans le football. Et on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu les gars cet épisode. On se retrouve il y a tout à l'heure l'After Zap Image comme tous les jours aux alentours des 16h30 et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Donc ça sortira tôt demain vers les 9h, 9h30 l'épisode. Et moi je vous souhaite un bon vendredi et à demain.